des histoires à dormir debout. Des histoires sans fin, sans but, sans bout, des histoires qui nous poussent à bout. Des histoires sans queue ni tête, sans début, sans fin, que l'on défait, que l'on répète, pour en faire des histoires parfaites. Ou plutôt, des histoires mal faites. Mal faites car faites de failles, faites de détails ajoutés, d'instants modifiés, d'impressions déformées. Défaillantes car mensongères, lorsque sous leur cloche de verre, elles prétendent embellir les impressions premières. Lorsqu'elles déforment l'éphémère et donnent un effet amer à ces instants devenus chimères. Et même s'il est beau ce moment, si beau qu'on ne souhaite que le refaire, ce n'est pas en le changeant qu'on le vivra autant que lorsque ce n'était qu'un instant sans père. Car ça ne renaît pas une première fois. Ça ne se presse mais ne se revit pas. Cette impression imperceptible que ce moment ne sera plus n'est pas oppressante, non. Elle ne le rend que plus précieux. C'est d'ailleurs probablement ce qu'a pensé Madame de Sévigné. Les premières impressions sont souvent les plus justes, car elles sont les plus naturelles, et nous ne pouvons que l'affirmer. Car entre un esthétisme faussé et une justesse avérée, moi, je choisis la vérité. La vérité que le premier baiser d'amour n'est pas parfait, mais que personne ne voudrait le dénaturer. Car modifier, c'est tuer. Tuer la spontanéité, tuer ce qui est et a été, tuer la liberté, tuer l'honnêteté. Car si l'on doit tout calculer, que l'on ne laisse parler que ce qui a déjà été mûrement élaboré, mais où diable est passé le cœur, celui qui le premier possède les plus pures pensées. Et vous qui me voyez là, pour votre toute première impression de moi, quel serait votre intérêt de déformer ce que vous avez vu si, dans l'éloquence, l'on prône la beauté des mots, le pouvoir de la voix, la prestance? Ne feriez-vous donc pas de moi, dans ce cas-là, ce que vous voudriez que je sois? Pourtant, il ne vous faudrait que 7 secondes. C'est le temps que dure une première impression. 7 petites secondes. Sans que rien ne soit altéré. Sans aucun jugement, aucune opinion. Durant ces 7 secondes, tout le monde est logé à la même enseigne. Il n'est pas question d'ethnie, de couleur de peau ou de situation financière. Il est question d'humain. Un être humain dans son ensemble, pas dans les détails qui divisent plus que rassemblent. Durant ces 7 secondes, ce n'est pas ce que je fais ou ce que je possède, mais bien ce que je suis que l'on perçoit. C'est être capable de considérer que ce que je suis moi n'est pas ce que j'ai fait ou ce que d'autres ont fait avant ça, mais bien que de penser que dans l'ensemble, être moi relève de bien plus que cela. La première impression est donc la plus juste, car elle montre de soi uniquement ce qu'il faut en voir. Mais seulement voilà, juste ne veut pas dire positive. Elle n'est pas là pour nous plaire, non. Elle nous permet juste de savoir ce que l'on devrait faire. Rester ou bien fuir. Combien de fois cette première impression nous a déjà semblé être celle de trop? Dans combien de situations qui ne nous présageaient rien de bon, nous nous sommes dit partons. Ce que le temps de réflexion nous enlève, c'est notre instinct animal. Il est bien plus juste d'écouter notre première impression que de penser être plus fort que le mal. Mais alors vous me direz, comment lutter contre cela? Eh bien je vous le dis, je vous l'assure, vous ne perdrez rien à votre allure si vous décidez, souvent, dans le choix de l'écouter. D'écouter votre première impression. Alors, mesdames et messieurs, suivre sa première impression n'est pas un choix, c'est une nécessité. Lire des histoires mensongères de part en part est en effet une possibilité, mais elles ne seront jamais plus que des premières impressions déformées. Alors, pour ce discours, dans lequel ma première impression aura tenté de vous faire la cour,
en espérant que mes phrases aient été élégantes, éloquentes, je vous le dis. Votre première impression n'est pas toujours la plus éclatante, mais elle est incontestablement la plus puissante. Merci. Vous permettez que je pose ce masque ici. Aujourd'hui, j'ai choisi d'être authentique. Et je crois savoir ce que vous pensez. Ou peut-être pas. Et c'est bien là le problème. Lorsque nous avons rencontré M. Aclave, un individu aux apparences enthousiastes, au sourire amène, au cœur tendre et à la voix melliflue. L'homme parfait, non? Détrompez-vous. M. Aclave se trouve être cet individu sévère avec enthousiasme, méprisant avec ce même sourire, manquant de compassion avec ce même cœur, criant avec cette même voix. M. Aclave, alors que tout le monde le pensait être l'individu parfait, exemplaire, se trouve être froid et sans cœur. La perfection des premiers instants se transformant en illusion, façade, un masque. Et c'est pour cela que les premières impressions sont trompeuses. Vous en connaissez tous une. Un individu qui devait vous apporter le confort, mais il ne vous a causé que du tort. Une âme charitable qui, après découverte, se trouve l'être charitable. Cette découverte n'est rien d'autre que le fruit d'une personne. Nos personnes. La persona. Cette désignation du masque d'acteur que nous portons tous. Parce que notre société fait état d'un constat simple. Hommes comme femmes ne peuvent pas être comme ils le sont. Combien de personnes aimeraient être plus protecteurs envers leurs sœurs? Combien d'étudiants aimeraient profiter davantage de leur famille? Ils sont nombreux à désirer, peu à le pouvoir. Mais alors, est-ce à cause de la sécheresse, de la montée des eaux ou de la convention de Montevideo sur la souveraineté étatique? Non, rien de tout ça, je vous rassure. C'est beaucoup plus simple. Mais alors, est-ce un manque de volonté? De courage? Non. Du courage, nous en est. De la volonté également. Mais alors, pourquoi? Eh bien, c'est encore nous. Nous refusons d'accepter le risque qu'une personne puisse nous rejeter pour notre authenticité, en sachant très bien qu'elle nous rejettera pour cette même authenticité quelques minutes, quelques secondes, quelques années après. Mais alors certains vous diront, et je pense que vous avez eu l'occasion d'entendre, que les impressions sont plus naturelles, parce que plus justes. Et je comprends partiellement ce point de vue. Les premiers pleurs d'un nouveau-né déterminent-ils la justesse de ce dernier? Non, mais ce qui est sûr, c'est que waouh, il est trop mignon ce fond. Le sourire d'un père à la vue de son enfant exprime-t-il nécessairement un sentiment de joie, de bonheur, même si derrière cette lueur se cache l'ombre d'une douleur infinie, celle de la perte de l'amour de sa vie, emportée dans le souffle de la natalité. La fausse joie laisse place au vrai navrement. Mais regardez l'amour, on séduit en jouant un rôle. Tout, du début jusqu'à la fin, on enjolive ses qualités.
Je devais être footballeur professionnel, mais tu connais les croisés. On cache ses défauts. Je suis un peu trop perfectionniste. On rit à des blagues moyennes que j'ai choisi de vous épargner. On prétend aimer des choses qui nous ennuient. Je t'assure que je suis un grand fan de Gossip Girl. On se plie en quatre pour être désirable. Mais ce n'est pas l'amour, c'est du marketing personnel. Alors qu'être naturel, c'est d'être authentique. Les premières impressions, c'est le moule. La connaissance, le gâteau, et la reconnaissance, la cerise. La reconnaissance qui nous permet de nous accepter tels que nous sommes. Alors non, les premières impressions ne sont pas les plus justes. Elles ne sont que des clichés en accéléré. Alors, vous me permettez de laisser ce masque ici? Je vous remercie. Alerte rouge! Les murs tremblent, ils se contractent. Je suis aspiré vers une sortie trop étroite. Je tente de m'agripper, mais je me fais pousser, je me fais compresser. Tout à coup, le froid et la lumière. Cher public, c'est comme ça que je suis sorti du ventre de ma mère. Ma merveilleuse vie commence ici, avec une mère veilleuse et attentionnée. Quoique, visiblement, son périnée respectait les lois américaines, car il m'a expulsé plus violemment qu'un migrant d'origine mexicaine. Mais pour ma mère, ça a duré que quelques secondes. Comme elle me le dit souvent, ça a bousculé son petit monde. En effet, il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Et puis il y a des minutes, des secondes qui peuvent bouleverser notre petit monde. Alors, cher public, laissez-moi vous le démontrer ce soir à travers mon histoire. Jour 3738, année 10. Voilà maintenant 5 ans que je suis à l'école, voilà maintenant 5 ans que je m'ennuie. Je me rends compte qu'il y a des périodes monotones où il ne se passe rien à cause de mes habitudes, de l'ennui, de l'attente. Je tombe dans la fameuse routine du boulot, Nintendo, dodo. Et au contraire, il y a des instants, il y a des minutes, des secondes qui bouleversent mon petit monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour 4945 de ma vie, année 13. À l'aube de mes 13 ans, mon ami Joris embrassait une fille qu'il s'est mis à aimer. Derrière ses sourires se cachait une réalité acide. Derrière ses rires se cachait une personne perfide. Car ce soir-là, la femme qu'il prit pour guide se prénommait suicide. J'ai compris que la vie était fragile en une fraction de seconde. Mon innocence s'est envolée. Alors oui, il y a des courts instants qui transforment notre monde. Car les instants critiques ne durent que quelques secondes. Certains diront qu'une vie se construit sur des années, mais l'annonce d'une maladie s'étend d'une phrase.
Un accident de voiture, c'est en moyenne 3 secondes. La décision de recruter ou non un employé, c'est 6 secondes sur un CV. Le temps d'aimer, c'est 10 secondes. Jour 7307, année 20, je fais la rencontre d'Anna. Alors, je suis tombé fou amoureux. Elle est belle, drôle, intelligente. Son sourire a fait basculer mon monde. Car à la seconde où elle a dit oui, j'ai compris que ce serait pour la vie. Mais malheureusement, une semaine plus tard, elle m'a quitté. Et jour 8030, année 22, nous sommes là et je ne l'ai toujours pas oublié. C'est bien la preuve que ces quelques secondes ont fait basculer mon monde. Alors, cher public, il y a de longues périodes où il ne se passe rien. Car nous sommes dans la routine, nous sommes dans l'ennui, et puis tout à coup, il se passe un instant fugace qui transforme notre vie. Alors, cher public, cher juré, posez-vous la question, quelle sera la prochaine seconde qui transformera votre monde? Pour moi, ce sera peut-être celle-ci. Car, cher public, Anna est dans cette pièce aujourd'hui et je voulais lui proposer d'aller boire un café. Très beau discours, Clément, franchement. Un discours que j'aurais grandement aimé tenir. Moi, lycéenne, étudiante en devenir, défendant ardemment la spontanéité et la créativité. Et toi, bientôt diplômée, défendant le labeur, l'acharnement et l'importance de bien investir son temps. Mais ça, c'est dans une autre vie. Dans celle-ci, tu me dis qu'il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Qu'il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde. Belle hiverne, sortez de la caverne. Ce monde n'est qu'illusion. Un idéal miroitant, un piège limitant, un mensonge étouffant. En ce court laps de temps, vous avez imaginé votre vie avec ce crush d'aéroport, dont vous ne connaîtrez ni le nom ni le corps. Vous avez imaginé le crochet du droit que méritait ce scélérat et que jamais il ne recevra. Vous avez imaginé sauter et pourtant vos souffrances n'ont pas fini de durer. Ce monde compté en secondes n'est qu'une illusion, qu'une impression. Mais pour qu'il s'extirpe de l'imagination, il s'agit de se lancer dans une vraie création. Moteur, caméra, action. On raisonne, on griffonne, on chiffonne. Combien de fois l'écrivain a-t-il reformulé pour écrire le paragraphe parfait? On retourne, on détourne, on contourne. Combien de fois le photographe a-t-il bougé pour trouver l'angle qu'il fallait? Je pense aux mains abîmées du joaillier qui, de longues années, ont mené l'or et l'acier. À la différence entre l'apprenti plein de rêves et l'orfèvre accompli. Là où Sisyphe pousse sa pierre, l'orfèvre construit sa carrière. Il ne se souviendra que du certificat, souvenir qui primera sur de nombreuses années de tracas, de longues années d'apprentissage interminable, devenu insoutenable, où il semble ne se passer tellement rien qu'on se noie dans le train-train quotidien. Mais Rome n'a pas été construite en un jour. C'est les fondements qui permettent la tour.
chaque monde créé a des piliers, impossible à dissocier de l'instant T. Si le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas, c'est que s'est écoulée toute la pile pour qu'on puisse piocher l'as. Un monde volatile est l'apogée de prémices qu'on retrace, pas seulement un clin d'œil fugace. Ces années ne sont ni vides ni interminables. Nous sommes juste parfois incapables d'être assez sensibles pour les rendre mémorables. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Gardons ça en tête. À seulement penser à une apogée, on est floué par la productivité. Affaires, deadlines, salaires, on enterre à coups de pelle la vie continuelle que l'on noie sous le superficiel. Ne précipitons pas les choses. Prenons le temps d'être en osmose avec le monde et tout ce qui le compose. C'est avec ma prose que je propose de s'ouvrir, de se souvenir de chaque moment, pas seulement du meilleur et du pire. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose, qui rend ta rose si importante. L'impression là du moment où on la plante jusqu'à l'éclosion du bouton. On se tend, on attend, on reprend, on s'éprend. Au crush d'un instant, on se souviendra d'un amour de tous les temps. Celui avec qui on a grandi et mûri, avec qui on a ri et appris. Ralenti cinématographique, augmente la musique, le moment devient mythique. Si le temps s'allonge, c'est que l'éphémère nous ronge. Que quelques secondes paraissent mensonges pour mettre en scène tout un monde. Regard mystique, infini métaphysique, chorégraphie métaphorique. Les secondes deviennent des minutes et on aimerait que ces minutes deviennent des années. On a le temps de s'apprivoiser, de profiter, d'aimer et de détester. Et si ces dernières années vous paraissent interminables, dites-vous qu'elles deviendront sans doute des souvenirs inestimables. Nous sommes au théâtre, profitons de l'entracte comme des 5 actes. N'attendons pas avec impatience l'apogée ou la révérence, pour que, 50 ans plus tard, lors du départ, principal comme détail, orne l'œuvre d'art. Gardez espoir, fondu au noir. Mesdames, Messieurs, dans l'imaginaire collectif, elle est éternelle. Son sourire d'ombre, une lumière intemporelle. Sa chevelure blonde, tel un halo doré, sa robe blanche, prête à s'envoler. Marilyn Monroe n'était pas une simple femme. Elle était une icône, un mythe. Elle incarnait l'American Dream, dans sa forme la plus éclatante. Celle d'une enfant mal aimée, devenue l'une des femmes les plus désirées. On l'imaginait radieuse, insouciante, virevoltante sous le flash des photographes. Pourtant, derrière ce mirage, Norma Jean Baker, de son vrai nom, menait un combat silencieux contre ses propres démons. Orpheline, banotée de famille d'accueil en foyer, elle a su se réinventer, devenir Marilyn, cette jeune femme au corps parfait, façonnée par Hollywood, au regard suave et à la voix alanguie. Mais plus elle brillait sous le feu des projecteurs, et plus elle sombrait, loin du chemin du bonheur. Son triomphe était une cage dorée. On voulait d'elle l'éclat, la légèreté, l'éternelle inconnue, sensuelle et naïve, un sourire figé
sous une lumière artificielle. Mais derrière ce mirage de perfection, qui voyait encore la femme et non l'illusion? On lui donnait des fleurs quand elle réclamait une voix. On lui offrait des louanges quand elle manquait de foi. Et dans la solitude de ces nuits sans écho, elle comprenait que le succès n'était qu'un autre fardeau. Le 5 août 1962, Marilyn repose sous un drap trop pâle. Son corps s'efface, son mythe s'emballe. 36 ans pour toucher les cieux. Une éternité pour que pleurent les yeux. On la retrouve seule dans sa chambre, morte d'une overdose. Les foules murmurent, les journaux titrent. Mais qui se souvient vraiment de Norma Jeanne, l'enfant du destin, ce mythe qui s'éteint? Elle est ce reflet cruel d'une vérité que l'on refuse d'admettre. Toute réussite repose sur une illusion. On salue l'icône, on encense la légende, mais derrière les hommages, plus personne n'entend son dernier message. Nous applaudissons les étoiles façonnées par leur candeur, sans comprendre qu'en réalité, elles brûlent de l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'une réussite? Pour certains, cela se résume à un compte bancaire bien garni. Pour d'autres, à une situation enviée. On rêve de gloire, on rêve de pouvoir. Mais qui définit ce qu'est une réussite? Nos critères? La société? Ou cette image ô combien surcotée? Qui peut dire qu'un statut, une fortune, une célébrité sont la vraie mesure du succès? Et puis, on nous parle des success stories, des modèles à suivre, des parcours de génie. Mais avons-nous oublié toutes ces fail stories? Derrière chaque succès se cachent des peines, des nuits sans sommeil, des routes incertaines. On dit que le succès se paye à la sueur des fronts, mais il est parfois le hasard d'un bon vieux piston. Alors on bosse, on rêve, on se bat, et certains gagnent sans même lever le doigt. Mais donc le succès n'a pas de constance, un bras de talent et beaucoup de chance. Parfois ça fonctionne, parfois ça détonne. Cependant, si cette illusion, loin de la dévaloriser, devenait en réalité notre moteur, si l'illusion était le phare qui nous éloigne de la peur. Edison croyait en cette illusion quand, malgré l'échec, il cherchait la solution. S'il avait douté, s'il avait renoncé, c'est dans l'obscurité qu'il nous aurait laissés. Finalement, mesdames et messieurs, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais trop sur quoi on va tomber. Parfois, il est aussi doux qu'une réussite inattendue. Parfois, il est amer, comme un échec. L'illusion, c'est ce chocolat qui nous attire, sans savoir s'il sera surprenant ou décevant. Sans ce risque à prendre, on ne saura jamais si le prochain chocolat sera celui qui nous émerveillera ou celui qui nous dégoûtera. Alors oui, je le crois, je le défends. Toute réussite repose sur une illusion. Une illusion qui nous pousse, qui nous transcende, qui nous fait rêver et parfois même qui nous fait avancer. Mais il faut savoir la mesurer, la guider, ne pas s'y abandonner, car une illusion trop vaste peut faire dérailler. Et tout comme Marilyn, qui est emportée par un nuage doré, à trop vouloir briller, elle s'est laissée consumer. Merci pour votre écoute. Chère audience, chers jurys, chers étudiants en été, j'espère cet après-midi que de pouvoir réussir ce discours ne tient pas de l'illusion. Mon premier amour est entré dans ma vie comme une dalle de marbre s'écrase sur un passant. À cette époque, je serais tombé amoureux de la première qui me regardait. À vrai dire, j'aurais pu tomber amoureux d'un sanglier. Heureusement, cette fille avait pour seul point commun avec un sanglier d'aimer les glands comme moi. Alors, un jour de pleine lune, elle m'a laissé ma chance. Un premier date, un premier rendez-vous en terre inconnue, à 200 mètres de chez moi. Mais je crois qu'à cause de l'amour, je deviens bête. Le genre de gars à qui on passe un éventail et qui agite la tête. Alors, pour la charmer, j'ai pris une grande inspiration pour lui souffler cette phrase peu inspirée. Tu dois avoir mal aux jambes à force de frotter dans ma tête. Quelques heures plus tard, j'ai reçu cette réponse en 4 caractères, stop, que l'on envoie généralement pour essayer une newsletter. Ce jour-là, j'ai appris
que ce n'étaient non pas les réussites, mais plutôt les échecs qui reposaient sur des illusions. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut avoir peur des échecs et maths, car quand ce sera notre tour, certains nous prendront pour des fous en nous voyant nous jeter dans l'arène avec la solitude pour unique cavalier, en croyant être le dernier roi, encore debout sur l'échiquier. Ils auront perdu leur vie à se demander quand elle commence. Alors, vous l'aurez compris, et c'est notre motion, il naît de grandes réussites sans grandes ambitions. C'est pour ça qu'il faut partir, dès maintenant, aller accomplir nos idées les plus insensées. Aller monter l'Everest sans oxygène, aller coacher une équipe féminine de foot à Kaboul. Traverser le Sahara sans eau et sans chameau, retourner en prépa sans cahier et sans stylo, sortir de l'école de co avec un foie tout beau. Oui, la réussite repose sur l'action. L'action, c'est le juste milieu entre la précipitation de ceux qui, pressés par la vie, n'attendent pas, et l'ennui de ceux qui attendent un godot qui ne passera pas. Dieu sait qu'elle est tentante, l'attente, mais à cette attentative, je préfère la tentative. Car l'attente rend attentiste quand il nous faut être attentif. Alors, pour sortir de l'enfer de l'attente, il faut en faire des efforts. Oui, pour aller au paradis, il faut un changement de paradigme. Alors, je refuse. Je refuse de m'enfermer à l'étroit dans ma cellule, boire tous les jours le même café, alors que c'est le temps qui est soluble. Donc j'accuse. J'accuse ceux qui touchent du bois et qui ne ramasseront jamais que les échardes. J'accuse ceux qui se lèvent de mauvais poils et qui en ont un dans la main. Et j'accuse ceux qui fument l'opium du peuple et l'érigent en religion. Oui, je ne suis pas de ceux qui croient que l'on pourra réussir sans rien faire. Alors si pour aller au paradis il y a trop de marche, je n'irai pas en enfer en Uber. Alors écoute-moi. Oui, toi, mon contradicteur. Réussir, c'est vouloir vieillir au soleil, et non pas demander la lune. Comment peux-tu penser que l'on peut bâtir la plus robuste des réussites dans la boue de l'illusion? Mais ce n'est pas ta faute, Benoît. C'est peut-être un peu celle de J'aime en débat, avec leur sujet tordu. Non, en vérité, si tu peux penser ça, c'est la faute du monde. Car ce qu'il fait, ce n'est pas donner l'illusion de la réussite, mais déshériter les échecs. Il n'honore pas la richesse, il bafoue le manque. Il ne soutient pas la perfection, il condamne les défauts. Il ne subit pas le beau, il enterre la laideur. Il ne mythifie pas la performance, il dénonce les erreurs. Le regard du monde déforme la réussite et la réduit à rien, car il y aura toujours mieux, car ce ne sera jamais assez bien. Alors si son jugement est décisif, il faut s'en détacher pour ne pas devenir indécisif, à pousser notre rocher vers une réussite qui nous insatisfait. Ce n'est donc pas le goût des réussites infâmes qui fera de nous des hommes et des femmes, mais bien l'échec, brillant ou mat, qui nous sublime, l'échec dans l'ambition ou l'échec dans la rime, l'échec en blanc ou l'échec d'un ravi. Bref, c'est l'échec qui toujours nous enrichit. Alors ce soir, au soir de votre vie, espérons, avec à la main un verre de Saint-Émilion, que vous contemplerez dans le ciel les étoiles par millions, et comprendrez enfin qu'aucune de vos réussites n'était une illusion. Aurais-je la gloire ce soir? Nous sommes trois à poser le feu. Il n'en restera qu'un, comme Koh-Lanta. Alors j'allume mon flambeau et je vous déclare de nouveau ma flamme. Mais s'il y en a bien un qui n'aura pas ma flamme ce soir, c'est Johnny Hallyday. Johnny, si tu vois ça, je t'emmerde, désolée. Allumer le feu dans la nuit n'a fait que me créer des insomnies. J'y vois trop clair. Comment faire? Allumer le feu, c'est aussi savoir l'éteindre. Johnny, pour toi c'est trop tard. Pour moi, pas encore. Je veux le feu qui brûle, mais pas celui qui me brûle. Je ne veux pas me consumer. Je veux brûler comme ces flammes qui vous enflamment, qui m'enflamment. Je veux être un feu follet, non pas une feutrine consumée. Je veux pouvoir briller, non effacer.
Malheureusement, comme l'a dit une de mes très chères amies, une fois le rideau baissé, la prestation terminée, l'allumette est craquée puis tout part en fumée. Cécile. La flamme est consumée. Johnny, si tu nous regardes, là où tu es, je t'emmerde toujours, mais je te pardonne. Parce que c'est normal. Le feu plaît, on aime la flamme, on est tout feu, tout flamme. Alors on s'enflamme. On embrase les choses que l'on croise. On embrase les pages de notre vie. On embrasse les phrases de notre vie. Mais il est temps de calmer la flamme. Les ardeurs violentes. Le danger. Je décide de baisser ma garde. Je décide d'éteindre cette flamme. Koh-Lanta, je pars. Je ne ferai plus partie de l'aventure ce soir. Mais mon aventure à moi, elle ne fait que commencer. Je n'allume pas un brasier, j'allume une bougie. Petite, vaillante, qui s'éteindra un jour probablement, mais qui aujourd'hui brûle, mais ne brûlera pas. Car elle connaît ses limites, je connais les miennes, je n'ai pas vraiment le choix. Je ne partirai pas cette fois, je ne prendrai pas la poudre d'escampette comme l'a fait mon amant Guinée. Non. Aujourd'hui je reste, je m'affirme. Je prends cette flamme dans mes mains et je me dis que je la contrôle. Elle qui sera mon destin. Elle qui fera que demain, je brillerai peut-être, ou je ne brillerai point. Mais elle brillera, car elle ne me consumera pas. Alors je vous le dis, n'attendez pas que le rideau soit baissé pour briller. N'attendez pas que les autres ne vous voient pas pour devenir ces flammes. N'attendez pas. Soyez comme une flamme qu'un gentil vent vient baptiser. Ne vous éteignez pas. Soyez cette lueur dans l'obscurité. À mon tour de poser la flamme, et je vous le dis, je vous en remercie. J'ai eu la flamme ce soir, ma flamme à moi, et c'est tout ce que je méritais. Et vous, aujourd'hui, je vous transmets le flambeau, et je laisse ma flamme se consumer de nous. Merci. Mesdames, Messieurs, et si elle n'existait pas? Dites-moi pourquoi j'existerais. Comment l'oublier? Comment oublier celle qui a fait de mon cœur un cendrier? L'âme d'un amant devenu brasier ardent. Elle a en moi allumé le feu d'un battement de cils, d'un regard amoureux. Un 22 décembre, j'ai enfin osé lui demander, enfin osé pousser les portes de son cœur, osé pousser les portes du pénitencier, pour pouvoir être à tout jamais fixé. Je lui ai dit, ô Marie, si tu savais, t'es la plus belle des étoiles, parmi les autres je ne vois que toi. Elle m'a regardé comme attendri, m'a souri. Et par ce simple sourire, c'est mon cœur qui s'est mis à fondre. À cet instant précis, je n'avais qu'une envie. L'envie d'avoir envie. D'être pour toujours avec elle, réunie. Toute la nuit, on a parlé d'avenir, des lignes futures qu'il nous fallait écrire. Pour elle, tout était flou. Pour moi, j'étais son fou. Mon unique certitude,
Moi je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui, je voulais être le gardien du sommeil de ces nuits. Alors je l'ai emmenée en concert, et elle m'a dit, on va voir qui? Caris, Booba, PNL, Jul? Alors, un peu soucieux, je lui ai dit d'un air de jeu, au nom pour ma Marie, ce sera Johnny. Non, je t'arrête, il n'est pas mort? Non, Johnny, il vit encore. Le concert a commencé, et j'étais tout excité. Il est arrivé, et moi, l'oubliant, je me suis à crier, et j'ai chanté « Allumez le feu! Allumez le feu !» Puis, comme si ce n'était pas assez, j'ai sorti mon briquet fétiche à l'emoji de mon idole, et malgré mes auréoles, j'ai osé lever les bras et de nouveau crier 3 fois « Allumez le feu !» À la fin de mon euphorie, une fois le concert fini, j'ai longtemps cherché Marie. Mais la vérité, ce soir-là, c'est qu'elle avait fui. Allumer le feu, c'est bien beau. En 10 ans de scoutisme, je pensais l'avoir compris. Je pensais être maître en l'art de la matière. Mais j'avais omis de me rappeler une règle très simple à ne pas oublier. Une fois qu'on a allumé le feu, le but du jeu, c'est de l'entretenir à deux. Alors, un peu perdu, je me suis mis tout confus à pleurer ma chiquita aux cheveux longs. Et dans ma tête, ces ultimes paroles, comme des paroles d'évangile, résonnent en moi. Oh non, il n'y a pas moyen, Jojo. Non, il n'y a pas moyen. Tu prends ton idole spéciale et tu hors de ma vie. De ce brasier, qu'en un battement de cils, Marie avait allumé, et par une seule parole, rien qu'une seule, elle avait su amender. De sa vie, je me trouvais à tout jamais irradié, à tout jamais consumé, et un dernier refrain, comme la dernière musique d'une soirée, en moi résonnait, celle du Connemara. Ça, c'est moi. Il y a quelques années, Anna m'a quitté. Alors, je suis désolé de vous embêter encore avec ça, mais ce soir, j'ai décidé de partir sur ce sujet. Effectivement, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, et ce soir-là, j'ai décidé de rallumer le feu, de rallumer la flamme. C'est ce que j'ai fait avec un discours pour cette belle dame. Mais, Anna, déjà détends-toi. Je sais que je parle beaucoup de toi, mais tout d'abord, je pense qu'il faut rallumer le feu, rallumer la flamme, pour pouvoir déjà rallumer son âme à l'échelle individuelle. Donc de nos relations. Ça permet déjà d'être plus heureux. Je peux en témoigner ce soir. Anna m'a brisé il y a quelques années, et puis ce soir, j'ai décidé de rallumer la flamme. Je me sens déjà
plus léger. Par ailleurs, rallumer le feu, c'est s'assurer de ne rien perdre. Je vais vous raconter l'histoire de mon amitié avec Vincent, mon ami. La première fois que l'on s'est vu, nous nous sommes insultés, nous nous sommes frappés. Alors certes, c'était peut-être un peu démesuré, on était jeunes, c'était comme ça. Et puis, nous avons décidé de rallumer le feu, de rallumer la flamme pour pouvoir relancer cette belle amitié. Alors, Johnny Hallyday a dit « Allumer le feu ». Alors, si tu as l'idée, autant faire ce peu. Par ailleurs, le feu de l'espoir, il faut le rallumer à l'échelle collective, tous ensemble. Alors non, je ne suis pas Emmanuel Macron, mais je pense que rallumer cette flamme, rallumer ce feu, c'est déjà pouvoir stabiliser notre monde. En effet, on est tous au courant, l'inflation, la sécurité. Aujourd'hui, personne ne se lève et se dit « Mais j'ai envie de payer plus d'argent !» Personne ne se dit « Je vais me balader, puis j'ai envie de me faire frapper !» Non. C'est parce que on veut rallumer ce feu, rallumer cette flamme. Et pour ça, on va par exemple voter, s'engager politiquement. C'est en ça que derrière, ça nous permet de vivre tous ensemble, de rallumer ce feu, d'avoir plus d'espoir et de stabiliser la population. Enfin, rallumer le feu, rallumer cette flamme, c'est se sauver de la destruction. Oui, car, en effet, le désespoir fait sombrer, nous fait sombrer dans la destruction. On a par exemple l'exemple de la Révolution. Ou bien, un exemple typique, c'est aussi les complotistes. On connaît tous cette personne qui nous dit « Ah mais non! Mais non! Mais Clément, c'est évident! La Terre est plate! Je l'ai vu sur Instagram !» Ou bien il y a la très classique « Ah non mais les États-Unis n'ont jamais marché sur la Lune! Je l'ai vu sur TikTok !» Non. Et ça, ils ne le remettront jamais en question, car nous sommes en train de sombrer dans une sombre dépression. C'est le premier pas vers le désespoir, la destruction. Alors, c'est en cela qu'il faut rallumer cette flamme. Ainsi, ce soir, je pense qu'il faut rallumer le feu, car à l'échelle individuelle, ça nous permet d'être plus heureux. Ça nous permet de se réassurer, de redonner une chance. Ça permet également à l'échelle d'une nation de se sauver de la destruction et de stabiliser notre activité. Alors, rallumer ce feu, cher public, c'est juste se sentir mieux. Nous arrivons enfin au moment tant attendu. Et non, c'est pas le but fait. Avant, on va quand même savoir qui a remporté. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à notre jury qui a fait l'honneur de venir aujourd'hui. Je vous laisse venir, merci beaucoup. Si les trois finalistes peuvent également descendre sur scène, ça me fait très plaisir. Merci. Bonsoir à tous. Donc j'ai la lourde tâche d'annoncer le résultat de ce soir et donc je tenais à féliciter tout le monde, tous les participants et toutes les participantes et un grand bravo également surtout aux lycéennes. Je tiens à préciser parce que ce n'est pas évident d'avoir ce niveau
en étant au lycée, de s'intéresser tout simplement à l'éloquence. Donc bravo à vous. Et je pense que déjà, rien que pour ça, on peut vous féliciter et surtout vous applaudir. Je ne vais pas être longue parce que je déteste ce moment, j'ai été oratrice également. Je vais commencer par le ou la troisième. Le ou la troisième a également été excellent. D'arriver en finale dans un concours d'éloquence et avoir éliminé tous les autres pour arriver jusqu'ici. Sachant que parler, c'est exister, mais également parler, c'est un combat. Ça veut dire que vous avez mené un combat extrêmement long. Et là, c'est la fin. Vous pouvez vous reposer. Et tous les prix qu'on va donner sont des prix remarquables. Donc bravo à vous, soyez fiers de vous. Vraiment. Donc, la troisième personne sera Luan. Luan, un grand bravo pour ta poésie. Je fais du slam et je suis impressionnée par ta poésie. Bravo, bravo. La deuxième personne sera Benoît. C'est le grand vainqueur, Clément. Bravo. Je m'arrête. On va appeler l'ensemble des finalistes à bien vouloir descendre sur la scène, s'il vous plaît. Ils sont tous talentueux et vous pouvez les applaudir encore une fois. Donc chaque finaliste gagne des lots, entre autres des livres, des passes pour un musée de la résistance à la Bastille. Le trophée qui est remis au vainqueur. Julian remporte un bon achat également. Et Benoît, c'est une bouteille de vin, notre partenaire. La fin va c'est forcément pour le vainqueur. C'est Coralie qui va le remettre. C'est le cash prize de 100 €. On voulait simplement terminer par remercier quand même l'ensemble de nos partenaires qui nous permettent de réaliser de beaux projets et également celui-ci. Sans eux, on n'arriverait pas à faire toutes nos conférences, tous les podcasts, le TEDx, ni également le concours d'ERIA. Alors un grand merci à Aurésis et à Grenoble École de Management que je pense qu'on peut applaudir très fort. J'arrête de parler, on peut aller manger, je demande juste au Volcom qu'on